Bonjour, bonsoir. Une émission spéciale actualité sur le trône de fer, le jeu de figurines. Avec moi, Titus Poulot. Bonsoir. Chabalou. Salut la compagnie. Et Nostromo. Hello. L'objectif de cette émission est de présenter et de regrouper l'ensemble des informations concernant notre jeu. Mais il y a pas mal d'informations. Il a fallu choisir un petit peu l'ensemble des news et des vidéos que l'on a pu trouver sur Facebook, YouTube ou d'autres sites. Évidemment, si vous avez d'autres liens à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, on attaque tout de suite avec les actualités. Donc oui, à l'actualité, on a la sortie et traduction de la règle 1.5. C'était assez attendu par tout le monde. Une bonne news de Edge qu'on attendait. Merci. On n'y croyait pas en plus. Oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment que Edge attendait et que c'est sorti. Alors, il y a quelques coquilles. Notamment les règles de panique. Ils ont gardé les anciennes. C'est toujours intéressant d'avoir une règle en français pour qu'on puisse plus facilement rendre le jeu abordable pour les anglophobes. Après cette mise à jour française des règles de la 1.5, on a dans notre petit monde de TTS, c'est-à-dire le trône de fer mais en ligne, comme vous avez pu le voir sur une autre vidéo du Baratéo que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Donc au niveau de TTS, Bob Bernard, notamment celui qui s'occupe des modules et des sauvegardes sur le Discord, a créé un nouveau fichier, le fichier 108, qui met à jour pas mal de nouvelles fonctionnalités sur TTS, notamment, le plus notable et le plus visible, c'est une piste pour lancer les dés. Donc vous pouvez sélectionner le fond de la piste, le dieu que vous voulez, enfin pour faire un joli fond, les dés de la couleur de votre faction, et après vous pouvez donc automatiquement générer la difficulté, le nombre de dés, relancer les réussites, relancer les échecs, enfin c'est très pratique. Deuxième chose, il y a un compteur de points de victoire qui a été mis en place juste à côté du plateau politique, là il n'y a plus qu'à cliquer, mais vous l'aviez déjà vu dans la vidéo. Donc on l'avait déjà intégré. Il y a la mise en place d'un système de terrain avec une commande en haut à gauche. Et puisqu'on parle de TTS, j'en profite. On m'a donné le droit de vous dire qu'un tournoi français se préparait sur TTS, donc un peu même configuration que le tournoi américain pour lequel je participe, ainsi que Titus en ce moment, et d'autres joueurs français. Donc ça sera entre 32 et 64 joueurs. C'est en préparation, voilà. Donc c'est pour très très bientôt. Hein. Ah ouais, super nouvelle. Ah oui, j'ai eu l'autorisation par Mr Bob Bernard de pouvoir balancer la petite info. Ben moi l'actu c'est surtout au niveau de le Kickstarter de Scale Color qui vient de sortir sur les nouvelles peintures type contraste. Ce sont des Color Pens for Gamers. Alors Scale Color, là, le gros avantage, c'est qu'elles ont quand même, elles sont réputées pour tous les peintres professionnels d'être de très bonne qualité, mais pas forcément facile à prendre en main pour les débutants. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. C'est un peu comme la contraste quand elle est sortie de chez Citadel. Une chose est sûre, c'est que Scale Color, c'est quand même du bon matos, quoi. Alors par contre, mauvaise nouvelle, beaucoup de sorties sont retardées. Bon, c'est officiel pour les Baratheon VF que l'on espère en juin. Toutes les autres sorties, on n'a pas de date, que ce soit les héros Targaryens en VO, tout ça, pas de date. Alors moi j'ai vu des dates françaises, alors je sais pas si ça va prendre avec des pincettes, serait pour le 7 août, serait pour les Blackguard, les Ten, les Hero Note 2 aussi apparemment, donc ça serait apparemment fait pour le troisième trimestre, fin troisième, début quatrième, quoi, pour les VF. Alors ça, c'est à confirmer. Hein. On a aussi l'atelier de Torek qui a fait un sidebar qui est assez sympa, donc qui reprend le plateau stratégique en version PVC ou néoprène. Oui, on l'a testé ce week-end avec Jamie sur une partie, là. Et c'est vraiment très sympathique, très ergonomique, puisque tu le poses sur la table, ça sépare les tapis de jeu si tu as deux tables contiguës. Et entre deux tables, c'est vraiment sympa parce que tu as cette zone dédiée là qui nous a un petit peu manqué. Hein. Salut Edarian au Master of Westeros. Mais là, avec ça serait top. Hein. La sidebar fait 1m20 ? Exactement. Tu la déroules, elle se déroule le long de la table. Tu as une zone de pioche, une zone pour mettre ton deck, une zone de défausse. Et puis tout le tableau politique pour ranger tes pions, tes activations. Donc c'est
Non, c'est vraiment bien pensé. La dernière actualité qu'on a eue le 16 et 17 mai, c'était la Simone Expo, la virtuelle Simone Expo qu'on a eue là. Je ne sais pas si vous avez assisté, mais c'était assez sympa quand même. D'abord le 16, il y a eu une première intervention de Fabio Curie et Michael Chinol animée par Chase de On the Table Gaming. Ils ont un peu discuté à grands traits de comment, ils sont revenus un peu sur le processus de création, sur les grandes lignes un peu du jeu, comment ils ont designé le jeu. Il y a eu quelques éléments là-dessus, notamment sur le fait que les gens pensaient qu'il n'y aurait que 9 factions. Et Michael Chinol a bien expliqué que non, c'était pas vrai, que c'était une fausse idée qu'on s'était fait tous, qu'il y en aurait plus en fait. Donc ça laisse la porte ouverte à plein de choses. On sait là que les Greyjoy vont sortir, on subodore que les Martels vont suivre, mais ça veut dire qu'il y a encore d'autres factions qui vont venir étayer le jeu, apporter plus de profondeur. Donc ça, c'était globalement la première discussion, enfin, d'autres questions, mais vous pourrez aller retrouver ces vidéos. Et ce qu'on attendait tous, c'est les fameuses Vision in the Flames. On est tous comme Mélissandre, on veut voir dans le futur. Et ça, c'était le but de la deuxième vidéo, le lendemain. Donc le 17, il y a un peu plus d'une heure où ils ont un peu commencé à rentrer dans les détails de ce qui allait sortir et ils nous ont balancé des spoils, des leaks, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On a plein de nouvelles unités et on n'a pas forcément les coups en point, mais on a déjà un peu des idées. Ils sont revenus un peu sur le principe des boîtes d'attachement, donc ils ne sont pas des héros, ça ils l'ont bien précisé. C'est vraiment des attachements, alors des sculptures alternatives d'attachements existants pour permettre à expliquer Fabio Curie de pouvoir avoir les attachements sans être obligé d'acheter l'unité de base et des nouveaux attachements originaux dont on verra peut-être quelques éléments par la suite où vous avez certainement déjà dû voir sur la toile. Voilà. Il n'y a eu aucune information sur les neutres. Oui. On suppose qu'il y en aura quand même, enfin on espère. Pour rebondir sur les Targaryens, Michael Chinol, dans la vidéo, a expliqué qu'en fait, c'était particulier pour les Targaryens, qu'il n'y avait pas de boîte d'attachement pour les Targaryens parce qu'en fait, elle était déjà intégrée dans le starter. Les vétérans, dans le starter Targaryen, sont aussi donc une unité en tant que telle, mais sont aussi les co, c'est-à-dire les attachements qu'on peut mettre dans les différentes unités. Donc, il n'y aura pas de boîte d'attachement prévue pour les Targaryens. Voilà, c'est la faction qui n'en aura pas, parce qu'ils sont déjà intégrés dans le starter. Et on va commencer tout de suite par les Stark. Chez les Stark, il va y avoir le vétéran Mormon. Alors, avec un coût de 1 point. Donc, ce qui est quand même à noter, ce qu'on n'a pas vu précédemment, c'est que maintenant, sur toutes les nouvelles cartes, on a le petit bandeau, ce que c'est pas définitif et que ça peut éventuellement bouger. Alors là, ils nous disent tout simplement, donc notre petit vétéran, que sur chaque ronde détruit qu'on a, on aura un hit automatique de bloqué. Alors là, j'avoue que je me suis dit, alors là, pour les Stark, il y a tellement de super attachements, ça tape. Et puis c'était censé taper comme un bourrin, voilà, parce que c'est un peu le principe du jeu Stark. Mais je sais pas trop où les mettre, j'avoue. Voilà, le vétéran aujourd'hui, peut-être à la rigueur dans des berserkers éventuellement. Cela dit, c'est pas mal pour des épéliges, sérieusement. Mine de rien, on ne pense pas, mais dans des épéliges, tu te fais la furie des Stark, donc tu perds des rangs. Finalement, ça va durer un peu plus longtemps, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Après, c'est vrai, est-ce que tu vas préférer mettre ça plutôt que Syrio Forel ? On est d'accord. Est-ce que tu vas préférer mettre ça plutôt qu'un autre attachement ? Non, mais Mera. C'est bien designé, ça permet de mettre des attachements inutiles dans une boîte pour les Stark plutôt que de les renforcer. C'est bien, ils ont l'impression d'avoir quelque chose, mais ça leur sert pas. Les mecs. Il va pas changer le game, quoi. Ouais, voilà, à tester. On enchaîne avec un attachement Lannister et un attachement pour cavalerie. Le Clegane Butcher. Alors, un distributeur de tokens paniqué ou affaibli. Donc moi je le trouve un peu cher, 2 points, mais il reste intéressant, surtout ça reste vraiment dans la mécanique Lannister. Ça s'appelle Clegane Butcher, et ça n'a pas l'affiliation House Clegane. Alors Fabio Curie a expliqué que ça aurait été trop fort, parce que vous imaginez
des chevaliers de Castral Rock dans une liste Gregor Clegane qui peuvent bénéficier de toutes les cartes de Gregor Clegane. Ce qui manque à la liste Clegane pour qu'elle soit ultra compétitive, c'est de la mobilité. Si ça avait été rendu possible par cet attachement-là, effectivement, ça aurait permis aux Lannister d'avoir une liste très 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 puissante. Bon, on va rester avec ce qu'on a. À 2 points, sans le Trek Clegane, moi, ça les vaut pas pour moi. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu cher, 2 points, je suis d'accord par contre. 1 point, ça aurait été bien. 1 point, c'était bien, mais 2 points avec Oui. le Trek Clegane, c'est super. Après, on a un attachement Free Folk, Walrus Clan Chieftain. Voilà. Alors lui, par contre, je le trouve très intéressant pour du Free Folk. Son ordre, il faut 2 hits pour faire une blessure, c'est quand même assez intéressant, surtout pour une faction qui est censée submerger l'adversaire. Alors après, là, par contre, on n'a pas le coup en points. Mais c'est vrai que ce genre d'ordre-là, surtout sur certaines unités, sur des TEN, alors là, effectivement, là, tu commences à avoir une unité défensive. Ça te fait un socle à 24 figurines, quoi. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ça transforme l'unité, ça a les mêmes capacités que le géant. Ça va dépendre Moi, du coup de l'attachement à lui-même, quoi. Voilà. Après, on présume que forcément, c'est pas un personnage, donc il sera pas unique. Et si le coup en point n'est pas prohibitif, tu peux même te dire que tu peux le multiplier dans plusieurs unités et donc rendre globalement ton armée Free Folk beaucoup plus solide. Ah oui. Donc, il faut qu'il fasse attention au coup en point. S'il le met trop bas, il va se multiplier. S'il le met trop haut, il sera peu joué, ou alors vraiment dans ton tank. Ouais, voilà, ouais. Et on n'a pas le revers de la carte pour savoir si tu peux mettre d'autres attachements avec. On ne sait pas exactement comment ça se goupille. On a juste sa capacité. Donc, bon, à voir. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment très bien parce que là, ça va vraiment donner plein de possibilités encore pour les Free Folk et il y en a de plus en plus et je trouve ça vraiment génial, quoi. L'attachement qu'ils ont montré pour la Night Watch, alors c'est le Harden Ranger. C'est donc un attachement dont on n'a pas le coup en point non plus, qui a 2 petites capacités plus que sympas. Donc la première, c'est Bushwalk, que les joueurs Stark connaissent bien, puisque c'est la capacité de la cavalerie Stark, qui fait qu'une unité donc chargée de flanc ou par l'arrière se retrouve paniquée et affaiblie. Et la deuxième compétence, qui est très très intéressante, très 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 bien et qui ouvre plein de possibilités pour un jeu un peu de manœuvre avec la Watch, c'est Elusive Escape. Quand cette unité peut relancer tous ses jets de distance de retraite et l'ennemi sur lequel elle s'est désengagée ne peut pas pivoter et souffre des 3 wounds. Alors déjà, pas pivoter. Du coup, tu perds une activation si tu veux éventuellement charger l'unité qui vient de retraiter, surtout si elle est venue de flanc, et tu prends des 3 wounds. Bon, et je viens d'aller voir mon petit War Council, parce qu'évidemment, avec sa tête, on se dit, il va aller dans quoi? C'est ce ranger un peu durci, là. Eh bien, les Ranger Hunters, c'est pile poil ce qu'il faut. Parce que les Ranger Hunters, maintenant, depuis la 1.5, ils ont donc l'ability qui s'appelle le Swift Strike. Après que cette unité et fait une attaque de mêlée, ils ont le droit de faire une retraite gratos. Oh tiens, retraite gratos, on file, on se met sur le côté, tu peux pas pivoter, et une fois qu'on a fait la retraite gratos, on a un ordre qui s'appelle Quick Fire. Après une manœuvre ou une retraite, on a le droit de faire un tir. Voilà, vous avez compris, vous ferez les calculs vous-même. Je sais pas combien il va coûter, mais ça risque de faire du dégât. Hein. Ouais, et franchement, la carte est énorme. Ok, le D3 Wound est intéressant, mais moi je trouve plus puissant le fait que l'ennemi que l'on a quitté ne puisse pas pivoter. C'est franchement waouh. C'est clair, parce qu'imagine, regarde, tu le mets paniqué et affaibli, déjà, bon, première chose. Alors le paniqué, tu vas peut-être pas l'utiliser sur ton attaque, mais tu peux. Derrière, tu te désengages. C'est même pas un ordre, c'est rien. Hein. Tu te désengages avec la capacité de l'unité si tu le mets dans des hunters, par exemple. Ouais. Ça semble évident. Hein. Effectivement, tu as le petit D3 Wound. Donc, tu lui as fait quelques dégâts de flanc avec un malus d'armure et un malus de morale. Il peut pas pivoter. Donc, quand tu vas lui tirer dessus, tu vas lui remettre un malus d'armure et un malus de morale. Hashtag Sword in the Darkness pour plus de dés. C'est la fête. Ouais, bah voilà. Mais bon, après, je pense que tu seras à 2 points et ça va te faire plus les Rangers 10 points. Ouais, donc parce que c'est les unités à 10 points, ça fait peur au début, puis une fois qu'on a commencé à les jouer et rouler sur tout le monde avec, les 10 points, c'est jamais plus un problème. Ouais, mais les Rangers, ils ont pas un super... Enfin, ils ont combien? 5 d'armure, je crois? Ouais, ils ont un t-shirt. Ouais, mais ils peuvent vite se faire dézinguer aussi. Hein. Ah, ils ont un moral de 6 et un t-shirt de 5. Après, ça mouvement de 6.
je trouve cette unité vraiment, avec cette capacité-là, alors c'est le plus évident, hein, les Ranger Hunters. Les joueurs Nightwatch habituels trouveront peut-être d'autres combos dessus, mais moi je trouve ça vraiment très très intéressant et ça apporte un surcroît de manœuvre et de manœuvrabilité à une faction qui, mine de rien, est parfois dans des situations où elle peut être un peu contrainte par son mouvement, et je trouve ça très bien, tu vois. Après c'est très fort et ça va renforcer le caractère élitiste de la faction. Ah oui, là, c'est Les sûr. joueurs Nightwatch, si vous voulez jouer populeux, ils joueraient Stark. Tout de suite, l'agression, il fallait qu'elle arrive. Oui, et attends, c'est pas fini. Non, je déconne. Je plaisante. On arrive avec la sortie chez les Baratheons, donc c'est Lord of Dragonstone qui est un attachement monté. Il est à 1 point, donc nous on a le coup et on a l'ordre qu'il a. C'est l'ordre Sentinelle. C'est un ordre qui fait un petit peu le même effet que la contre-charge ou la manœuvre gratuite. C'est-à-dire que quand une unité a été attaquée, on peut faire une free charge sur l'attaquant, ou alors on peut effectuer une manœuvre gratuite avec cette unité. Donc ça ramène un peu de mobilité tout en emmenant de la contre-charge dont on reste dans l'esprit Baratheon, qui est quand même de taper après s'être fait taper, cette réaction à l'attaque, et on emmène de la mobilité. Alors là, moi je vois plein de possibilités, on peut le mettre dans les nouvelles unités qui vont sortir. Champion of the Stag, on peut aussi les intégrer dans les Ors, ça peut être sympathique aussi, histoire d'avoir une réaction avec une unité un petit peu moins chère. Et puis, ça dénature pas la faction, on est toujours dans la réaction, enfin c'est toujours un petit peu le même esprit. Moi qui la joue beaucoup, je trouve que ça colle vraiment à l'idée qu'on se fait de la faction Baratheon. On voit que cet attachement est limité à 2 exemplaires. Hein. Moi, je le trouve très très fort. Honnêtement. Dans les Flyman. Non, ouais, n'importe quoi. Tu peux même mettre des Champion of the Stag si tu as un 2e pack dessus. Des Flademen, c'est bien aussi. Des Ors, c'est très bien. Ça te fait en fait une counter charge tous les tours. Voilà. Oui, mais tu as une unité qui va être à proximité de l'autre. Tu vas encaisser. Alors, entre guillemets, qu'est-ce qui encaisse bien? Les fameux Champion of the Stag. C'est pour ça que j'ai mis un petit KV2 dans mon fond d'écran. C'est un hommage. Le seul petit hic, c'est le trigger. Ce trigger-là, c'est le trigger que tu retrouves sur énormément de cartes Baratheon. Donc, ça te fera faire des choix. Mais en revanche, ça ouvre des possibilités. Moi, je trouve ça ultra fort. On va continuer avec 2 unités en Targaryen. Alors justement, ils en ont sorti 2 parce qu'ils ont expliqué, de même que pour les Champions of the Stag, que la situation du Covid avait décalé toute leur chaîne de sortie. Et donc, c'est les 2 unités Targaryen que vous allez voir, ainsi que les Champions of the Stag, sont to be announced. Ce qui veut dire la sortie n'est pas prévue en fait, pas encore, bien retardée. Donc, c'est histoire de nous faire patienter un peu, nous faire saliver un petit peu, ou même tester sur TTS quand on a les coups en point. Moi, ça c'est aussi le côté pratique. Là, on va parler donc des pikemen des Unsullied. Donc, les fameux piquiers, lanciers, immaculés. C'est le tank de l'armée Targaryen. Mouvement de 4, une armure de 3, un moral de 4, des stats de tout ce qui est un peu, si vous connaissez un peu les halbardiers Lannister, un peu le même principe. Les 2 premiers rangs, t'as pas full, là c'est 8D. 8D au premier rang, 8D au deuxième rang, 4D au troisième. Touche à 3+. Donc on va dire qu'ils touchent moins bien que les Swordsmaster, mais en même temps ils sont pas maîtres de la lance ceux-là. Et alors après, on va retrouver Unyielding, la capacité qui est à ne pas prendre de token condition, et 2 ordres. Il y a un ordre, c'est l'ordre des halbardiers Lannister, cette for charge. Quand cette unité n'est pas engagée et chargée de front, elle fait une attaque avant l'attaque adverse. Et Shield Wall, qui est la capacité des boucliers Lichteli, qui permet, quand cette unité est attaquée de front, de bloquer des 3 hits. Donc on voit déjà de suite que c'est une unité défensive, clairement. Et c'est une unité qui défend très très bien. On ne sait pas le coup en point, grosse interrogation, grosse spéculation aussi. Est-ce que ça sera 8? Est-ce que ça sera 9? Est-ce que ça sera 10? Est-ce que ça sera 7? On n'en sait strictement rien. On fait tous des comparatifs, on s'arrache tous les cheveux, regardez le résultat, pour essayer de trouver combien ça va coûter. Bref, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est une unité qui va s'intégrer très bien avec certains types de commandants. Alors on avait vu un peu dans des previews Belvas le Fort, qui est un commandant très défensif, qui a une capacité qui s'appelle Dogd, je crois, qui réduit de 1 tous les dommages qu'on prend, que ce soit au moral ou à l'attaque. Donc, combiné à ça, on voit déjà une unité qui va bloquer des 3, qui va réduire de 1,
Il y a aussi le nouvel NCU Xaro Zoan Daxos qui permet, quand il influence, de bloquer une touche. Et s'il influence sur les bourgs, c'est D3. Donc dans l'absolu, là, on peut bloquer 2 D3 avec Daxos sur cette unité. Donc je vous dis pas, le monstre a tombé, ça va être très long. Ça va être très long. Voilà. Et après, on peut aussi, si on veut renforcer le côté tanky, on peut sortir notre ami Belvas et mettre Dario. Quand on a les bourses, on se retrouve avec plus 1 en armure et on ne prend pas de pénalité au moral. Donc ça vous fait 2 plus d'armure, 4 plus de morale sans pénalité, on ne prend jamais de conditions. Voilà, vous avez le KV1 de la faction Targaryen. Dans l'interview qu'ils donnent, ils expliquent que les unités, en fait, elles ne sont pas toutes en synergie avec le deck tactique. C'est-à-dire que c'est un peu des unités qui ont des rôles assignés. Eux, c'est un rôle défensif. Les Swordmasters, c'est un rôle offensif. Les cavaleries d'Othraki, c'est du débordement et du placement. C'est vraiment... Et tout ne synergise pas exactement avec le deck tactique Targi, qui est quand même un deck de retraite, un peu de je frappe, je m'échappe. Donc, ça va demander une construction de liste un peu particulière. Il faudra effectivement faire des choix. Peut-être qu'il devrait arriver une unité peu chère pour les Targaryens dans ce qui a été... Alors là, c'est pas eux qui l'ont lancé, l'information, mais c'était un document de présentation des sorties pour l'année. Et il parlait des hommes de la mer ou des freedmen, des hommes libérés en fait. Et dans le livre, là Jamie nous l'expliquerait mieux, Daenerys, quand elle libère Astapor, quand elle libère Yunkai, il y a la population qui la rejoint. Donc on peut très bien imaginer des hommes libérés par Daenerys. Donc on peut très bien imaginer qu'elle ait une unité pas chère dans l'armée, que ce soit un peu une espèce de pour-fellow Targaryen, en tout cas dans le côté un peu pauvre vert qui viennent comme ça, qui viennent faire les unités peu chères de l'armée. Oui, après, normalement les Stormcrow sont censés être aussi un peu avec eux, donc dans le fluff, dans les livres, donc en unité pas chère, moi personnellement, c'est vrai que les Stormcrow, je les associe beaucoup dans les listes targaryennes que je fais. Hein. Et d'ailleurs, tu fais bien parce qu'ils l'ont expliqué aussi dans une autre vidéo. Les Stormcrow et le Targaryen, il fallait le penser aussi avec le Stormcrow. Et que dans leur vision à eux, qui est un peu basée sur les livres aussi, Dario étant un des lieutenants de Daenerys, donc sa compagnie de mercenaires, les Stormcrow, sont intégrés dans l'armée Targaryen en fait. Ils sont peut-être neutres pour tout le monde, mais ils font partie un peu de l'armée Targaryen. Ouais. Après, dans le livre, c'est des mercenaires, donc forcément, si tu fais une faction neutre mercenaire, forcément, ils se retrouvent là-dedans. Mais c'est vrai que dans le livre, ils sont principalement avec eux. On enchaîne avec la deuxième unité. Alors là, ce sont les lions, les Arak. Celle-là, je la trouve géniale, personnellement. Son mouvement 2-6, 4 d'armure, 3 de morale, je le lis en même temps, 6 dés d'attaque à 3+, Vicious, et surtout le fait de pouvoir la garder en réserve automatiquement. Alors là, ça c'est un truc, c'est là, tu arrives derrière, tu fais un ravage dans une unité, elle peut foutre un sacré bordel. Il va falloir la gérer à un moment ou à un autre. Hein. Puis c'est qu'elle est ultra mobile, c'est-à-dire que tu peux avoir la bataille qui se passe en plein milieu, comme elle a un mouvement de 6, quand tu vas la mettre, tu peux la mettre assez loin, parce que tu sais qu'elle aura son mouvement de 6 gratos, paf. Le couplet avec Illyrio. Voilà, c'est plus évident, effectivement. Parce qu'il faut dire quand même que cette unité, quand tu la déploies de flanc ou à l'arrière, ça lui prend son activation. Oui, elle arrive activée. Ouais. Voilà, elle arrive activée. Donc, si l'ennemi est réactif, le lion, il va aller le croquer. Hein. Ouais. S'il n'est pas réactif, si c'est une armée un peu lente ou qui s'est un peu trop exposée, qui n'a pas protégé ses arrières, ça va créer le désordre. Et rien que la possibilité tactique d'avoir cette unité dans une armée, ça crée forcément des réflexions chez l'adversaire. Donc, suivant son coup en point, le fait de l'aligner, ça va déjà désorganiser le dispositif adverse. Ça, c'est la première chose. Et en regardant juste les stats, moi, je me disais, mais c'est quasiment mieux qu'un screamer. Ça tient mieux un objectif qu'un screamer. C'est un truc avec les règles d'objectif actuellement, où une unité unique compte autant de rangs que son nombre de points de vie restants. Là, en l'état, c'est une unité, tu la poses de suite à 5 rangs. Et tu as une meilleure armure qu'un screamer. Ouais. C'est une armure qui est un tiers meilleure, un moral qui est 2 fois meilleur.
ça va aussi vite. Alors 3DS plus le Screamer, il a 7D, mais t'as Vicieux, le Screamer, il l'a pas. Honnêtement, ça vaut moins cher qu'un Screamer. On va sortir le cirque. Après, j'aimerais bien savoir le socle qu'ils vont utiliser. Ils ont dit un socle de gros monstre, comme une baliste ou une catapulte de la Watch. Mais après, quel va être le coup en point de cette unité alors là, c'est ça. Mystère. Mystère. C'est pour ça, moi, sur cette unité, j'ai du mal à me prononcer parce que c'est pareil. C'est encore une unité où le coût est extrêmement important. J'imagine aussi comme étant limité à 2 exemplaires. Il y en aura 2 dans la boîte, certainement. Fabio Curie a dit que c'était le missile de la faction Targaryen. Ça ne m'étonne pas. Hein. Ah oui, mais c'est ça. Pour moi, c'est un gros coup de cœur et c'est vraiment qu'ils arrivent, quoi. Moi aussi, je les attendais, ouais. Sur le côté. Les racards. On n'est pas sur le côté, mais je les attendais quand même. On enchaîne avec la nouvelle faction, les Greyjoy. Donc la première unité qui a été présentée, c'est une unité qui avait déjà un petit peu circulé, les Ironborn Reavers, une unité d'assaut rapide mais faible. On voit une première mécanique qui doit être apparemment un peu générique pour les Greyjoy, à savoir le pillage. Le pillage qui consiste à gagner un token pillage à chaque fois que l'on détruit un rang ennemi. Et pour chaque token pillage avec un maximum de 2, on a plus 1 dé d'attaque et plus 1 pour toucher. La faiblesse de cette unité, c'est sa défense et son moral. Hein. Ouais. Donc, mais les concepteurs ont mentionné quand même le fait que les Greyjoy avaient une capacité de soin. C'est une unité qui va être faible, mais qui a priori pourra quand même résister grâce à d'autres ajustements de cette liste Greyjoy. Après, si c'est l'unité de base et qu'elle est à 5 points, c'est pas non plus dégueulasse. Hein. Elle a quand même 6 Thundering de base. Après, c'est vrai que la défense, par contre, là, c'est pas cool. Hein. Et il y a le touche à 4 aussi, donc c'est la moitié des dés qui partent. Au pire, ça fait 6 touches. Avec Thundering, tu peux te dire, tu vas casser un rang avec une attaque, quoi. Tu dis ça touche sur 4+, mais avec la règle justement de pillage, tu peux monter à 3. Oui, tu peux aller jusqu'à 10 dés et toucher à 2+. Tu finis un Unsullied Swordmaster. Mais il faut avoir les 2 tokens et ça se fait. Le pillage se compte après avoir terminé ton attaque de mêlée. Et il faut qu'elle ait résisté. Hein. C'est aussi blindé qu'un coupe-jarret. Hein. Ouais, mais c'est ça. Qui n'est pas forcément connu pour sa résilience. Hein. Exactement. Les hôpitaux Bolton ne sont pas très connus et pas très réputés. Pour gérer cette faiblesse en morale et pour gagner des points de vie, on a peut-être des cartes, notamment la suivante. Et oui, la petite sœur de Theon Greyjoy, Asha Greyjoy, donc qui est un général, l'un des généraux du starter, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit dans la vidéo donc le dimanche 17. Donc elle a des cartes Ironborn Pride, Raider Bravery et Warcry qui ont des effets sur le moral. Alors, on ne sait pas parce que c'est des noms qui renvoient à aucune carte existante, mais ils ont globalement expliqué que ça avait des effets positifs et négatifs sur le moral, donc certainement sur le nôtre, enfin sur les unités amies et ennemies. Donc la carte d'Asha Greyjoy, elle a un ordre d'abord qui s'appelle Stubborn Tenacity, qu'on a déjà vu chez Jorah Mormont notamment ou chez certains Stark. Quand cette unité passe un test de panique, une unité ennemie engagée souffre des 3 wounds. Bon, donc on voit déjà que ça oriente sur le moral. Ensuite, elle reprend une capacité de Mance Rider en tant que général qui est Inspiring Presence. Ce qui fait qu'en fait cette unité, elle a un moral de 5 et elle a Rally Point, et toutes les unités à courte portée de l'unité d'Asha Greyjoy ont le même moral. Donc en fait, ça va booster le moral, ça va faire une bulle de moral à 5 tout autour d'elle. Donc on voit effectivement ce que tu disais par rapport au moral un peu faible des Reavers juste avant, qu'on a déjà un correctif intégré pour avoir un moral un peu plus stable. Ce qui veut peut-être dire aussi que les autres unités Greyjoy vont pas être réputées pour avoir un gros moral quand même. Ouais. Voilà. Ça veut peut-être indiquer ça aussi, c'est que ça va être une armée de pillards, mais qui va pas aimer le combat prolongé. D'ailleurs, ils l'ont expliqué, que c'était vraiment tu frappes, tu essaies de faire le plus de dégâts possible, de limiter au maximum la riposte adverse, et que tu pourras pas être engagé dans une guerre d'attrition. C'est pas une faction qui la gagnera, la guerre d'attrition. C'est plus une faction de guérilla. Oui, tout à fait, ouais.
Et ben, toujours pour faire suite un petit peu à ce que tu disais dans les cartes qui sont sorties, il y a la carte d'Iron Greyjoy. C'est un NCU à 4 points, que quand il prend une carte politique, il influence une unité sur la table, qui doit forcément être une unité Greyjoy. Quand l'unité est influencée, chaque fois qu'elle performe une action, elle restaure un point de vie. Et chaque fois qu'elle détruit une unité en attaque de mêlée, elle peut restaurer des 3 points de vie. Donc, vous voyez, on parlait un petit peu du besoin d'avoir à restaurer des points de vie rapidement du fait de leur faible armure et leur faible morale. Bah, c'est un NCU qui ira tout à fait avec ce qu'on recherchait. Hein. Après, les 4 points, moi, me semblent un peu chers. Avec le petit débat qu'on fait, j'ai l'impression que ça fait un mix Free Folk Nightwatch, en fait. Unité qui tape avec Sundering, un peu comme les frères jurés. En même temps, ils sont pas chers avec un moral. On se dit, enfin voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça va m'orienter là-dessus, en fait. Ouais. Moi, j'aurais plus dit Free Folk Targaryen, dans le côté je frappe, je m'échappe, je refrappe, je m'échappe, ainsi de suite. Ben là, mais en fait, moi je dis Nightwatch, c'est le fait de repoper, en fait, quoi. Oui, d'avoir oui. un peu des, D'avoir du soin. Free Folk, ça va dépendre des coûts des unités, parce que Free Folk, c'est le fait d'être nombreux. Est-ce qu'ils auront des coûts qui font qu'on pourra avoir des armées sûrement pas aussi nombreuses que les Free Folk, mais peut-être avec... aujourd'hui, on a des activations à 5 activations sur la table. Si on peut monter à 6 facilement, ils peuvent être entre eux les Free Folk et puis ce qu'on trouve naturellement ailleurs. Donc, ça va dépendre des coûts, en fait. Et un petit point fluff, ce personnage, donc c'est Tif Trempé, c'est le prêtre qui noie à chaque fois les personnages dans la mer pour les bénir avec la bénédiction du dieu. On enchaîne avec un autre général, un attachement, infanterie, Euron Greyjoy. On n'a pas ses caractéristiques. On connaît juste le nom de ses cartes de commandement, Cunning Play, Devious Method and Mind Games. Donc pareil, des nouvelles. Pas Cunning Ploy, c'est la carte de Tyrion. C'est la carte qui te permet de sacrifier une activation pour refaire une action avec une unité. Une carte de commandement, oui, qui est connue, Cunning Play, donc qui est très très forte. Les autres noms m'interpellent aussi, et donc ça sera un bon manipulateur. Ça sera assez intéressant, je pense, ces cartes. Ils ont survolé un peu Euron Greyjoy, donc Fabio Curie et Michael Chinol. Effectivement, ils ont dit ce que tu disais, ouais. C'est-à-dire que ça sera pas forcément un général de combat pur, mais ça sera plutôt un général de coup de traître, du backstab, fait des trucs un peu pas nets, quoi. Comme il est d'ailleurs, hein, lui, Euron Greyjoy. Il n'est pas très très droit dans sa façon de. Et ils ont voulu retranscrire ça dans son deck tactique, ouais. Ça va être un peu des tours pendables, on va dire. On a après le River Captain, donc un attachement d'unité. Donc là, on va se retrouver, comme on a vu précédemment avec les Harak, les lions Targaryen. Donc là, c'est pareil, hein, ce sera exactement le même effet. On garde l'unité de côté en réserve et après, au début d'un round, on la place sur un côté. Du coup, je pense que ça va nous donner peut-être le fait que les Greyjoy seront aussi mobiles, je pense. Parce que les Stark longs, ils sont mobiles. Les Free Folk longs, ils sont mobiles. Et les Targaryens ont cette capacité et ils sont mobiles. Ouais, ça fait un peu teaser tout ce qu'on a là. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas, c'est juste des éléments. Mais au global, ça peut nous indiquer aussi que notre façon de jouer, quelle que soit nos factions, elle va évoluer avec ces nouvelles sorties-là. C'est-à-dire qu'on voyait le jeu un peu très linéaire. L'adversaire est en face, on le bloque, on fait du combat. Rarement, on est pris de flanc, enfin, à part des unités qui sont déjà là. Mais là, ça va falloir penser avec une autre dimension, c'est-à-dire que dans nos arrières, c'est pas les cantinières. Il y a des ennemis qui veulent nous faire la peau. Ça peut aussi, on va voir une autre dimension au plateau de combat, quoi. Alors, on va y aller avec la prochaine carte. Donc, la carte qu'on a, c'est Karl. C'est un attachement compagnon un petit peu à la méthode de Osha chez les Stark. Il ignore les règles habituelles d'attachement parce qu'en fait, il rejoint l'unité Asha Greyjoy. Alors, on a juste le coup. On ne sait pas trop quelles seront ses capacités et ce qu'il va apporter. Le terme de compagnon est nouveau. C'est un nouveau mécanisme, oui. C'est possible que la règle elle soit juste écrite dans le cartouche en dessous, c'est possible. C'est peut-être après qu'il y a un nouveau mécanisme avec les compagnons. On verra peut-être que dans les cartes d'Asha Greyjoy dont on ne connaît rien, il y a peut-être quelque chose où il y a le keyword compagnon ou tu vois. Peut-être, je ne sais pas, hein, j'ai zéro info là-dessus, je suis comme vous, je découvre. Et après, la dernière carte que l'on a sur les Greyjoy, c'est une carte stratégique.
Ouais. Donc, what is dead may never die. Ce qui est mort ne saurait mourir et revient plus fort, selon la devise complète. Donc, c'est une carte tactique qui s'utilise quand on devrait perdre une unité de combat. Alors, vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose, notamment un certain bâtard commandant de la Night Watch. Donc, cette unité reste en jeu. Là, il n'y a pas de test de morale à faire avec des 3 wounds dessus. Et on attache la carte à l'unité. Donc voilà, l'unité devait mourir, ben non, elle ne meurt pas, il lui reste des 3 points de vie. Par contre, cette carte, elle dit que tant qu'elle est attachée sur l'unité, à chaque fois que cette unité fait une action, avant de résoudre cette action, elle souffre de D3 points de vie, à moins que l'on contrôle les épées. Donc ça, les créateurs ont expliqué un petit peu que c'était en fait une death clock qu'ils avaient mis dessus. C'est-à-dire que n'importe quelle action, si on n'a pas les épées, potentiellement, si on n'a pas soigné l'unité, elle peut mourir. Par contre, c'est assez fort. On n'a que cette carte-là du deck tactique, à part Cunning Ploy qu'on a vu pour Euron Greyjoy. On ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Donc ça laisse la place à plein de suppositions. Ils l'ont fait volontairement pour qu'on réfléchisse, machin, qu'on pense à plein de possibilités. Donc là, on a vu l'ensemble des cartes et c'est à ce moment-là que l'échange a terminé sur la vidéo de Michael Chignol, en sachant qu'ils ont répondu à différentes questions qui étaient dans le chat, qui circulaient, qui passaient. Il y a eu des questions sur les mammouths, il n'y a pas eu de réponse. Non. Il y a eu des questions sur les dragons, il n'y a pas eu de réponse. Ils ont parlé pour les martels. Donc oui, ils ont confirmé que ça allait arriver, pas de date, rien du tout, mais qu'effectivement les martels étaient tout à fait légitimes. Donc Dorne, pour ceux qui ne sont pas fans des noms de famille. C'est vrai que bon, on attendait tous des grosses news sur des grosses pièces, il ne se passe rien, et puis là la vidéo prend fin et apparaît devant nous une image. Eh oui, un dragon et un pêcheur. Donc là, au niveau de la sculpture, on va parler du pêcheur d'abord, donc de notre Greyjoy. Moi, je la trouve vraiment sympa, ce côté un peu viking. Ça, c'est vraiment cool. Après, bon, ce sera à voir. Est-ce que au niveau des moules, est-ce que tout ça va bien tenir? Est-ce que ce sera bien? Après, voilà, je trouve que c'est très bien. On a vraiment en plus, il y a vraiment un petit peu un côté dynamique au niveau des drapés qu'on voit au niveau de son gilet avec un effet de vent dessus. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Après, le dragon, je suis un peu plus mitigé, quoi. J'avoue que je sais pas trop quoi penser du dragon. Après, moi, je suis rassuré au niveau du dragon, qu'ils me prennent à cet âge-là, entre guillemets. Pas trop gros, pas trop petit. Ouais, c'est un dragon adolescent, là, il va au collège encore, celui-là. Ouais, donc moi ça me rassure. En termes de jeu, ça me rassure. Ouais, il mange des chiens, quoi. Ouais, des moutons. Ouais. Des moutons. Mais techniquement, moi je suis très content. Targaryen, dragon, tout ça, c'est voilà quoi. On en a tous quelque part. Il y en a beaucoup qui jouent à ce jeu parce que il y a potentiellement des dragons, parce que c'est la créature la plus magique de l'univers créé par du Trône de Fer, parce que c'est iconique. Parce que ça crache des flammes, parce que ça va faire fondre des armures, parce que là, tu vas avoir le plus gros tank de la vie, ta pépère Drogon qui arrive, qui te crame le bulbe. Franchement, t'es une saucisse grillée entre 2 plaques de fer, parce que c'est la fête, quoi. C'est super, un dragon. Est-ce qu'ils vont faire les 3? Normalement, oui. Après, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est pas un dragon, techniquement. Un dragon, ça a vraiment 4 pattes distinctes. Ça, c'est une vouivre. Alors, je sais, c'est un peu technique, mais chez les médiévistes fantastiques, un dragon, ça a vraiment 4 pattes. Ça, c'est une vouivre. Mais bon, cela dit, c'est rien, c'est qu'un débat. À mon avis, il y a déjà plein de mecs qui ont dû leur dire et ils ont renvoyé les sculpteurs au travail. Oui, tu parles. Comme ils ont fait. On doit être, je sais pas, 10, 15 à faire la différence et à s'intéresser au principe même de cette différence. Pour la plupart des gens, c'est un dragon, et ils ont bien raison. Toujours pareil, c'est à voir après la production, quoi. Parce que là, c'est. Ça, ils nous ont balayé. Chignol l'a expliqué. Et on va clôturer tout ça en balançant une image, sans commentaire, sans contexte, sans rien. Voilà.
Donc là, c'est The Spoilas des familles, tu vois. Il aurait plus manqué qu'à mettre Denny avec et c'était bon, tu vois. Mais c'est The Spoiler. Les gens attendaient que ça. T'es les mammouths du Free Folk. Qui joue Free Folk? Personne. Mais le dragon, tout le monde voulait le voir. Et bien là, il est là. Voilà. Donc on peut faire toutes les conjectures qu'on veut. Ils ont mis un petit Greyjoy à côté pour dire, ben oui, il y a notre faction quand même qui arrive. Hein. Ouais, c'est le truc. Alors, en tant que bon fanboy, t'as envie, quoi. Voilà, ça te donne envie. Ça, c'est bon teasing, quoi, comme on l'aime. Un dragounet. Un dragounet, ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, on a fini avec la partie actualité qui a été assez riche et intéressante. On fait un rapide tour sur les disponibilités à la vente. On n'a pas trop d'infos sur le site de Edge, ce n'est que des réimpressions. C'est vrai que moi, personnellement, je regarde un peu plus le stock ou ce qui va arriver sur le site de MaxiRev parce que je les aime bien, ainsi que d'autres personnes ici. Mais bon, vous pouvez quand même, les autres boutiques, vous pouvez regarder quand même sur les autres boutiques ou les grosses enseignes comme Philibert, il n'y a pas de souci. Donc, dans les sorties, là en VO, là on a eu les Baratheon 1 et 2 qui sont sortis chez nous, les Immaculés et les Horse Riders. Donc voilà. Après, il faut savoir, moi j'ai vu, alors nous on a de la chance parce qu'aux États-Unis, le Covid, il aura tout foutu en l'air, donc ils les ont pas. Les Immaculés, j'en ai fait les frais grâce à Titus, donc c'est bien costaud. Hein. On peut parler des Horse Riders. Moi, je les trouve très bien, les Horse. Franchement, c'est une super unité neutre pour tout le monde. La seule faiblesse, je dirais, c'est quand ils n'ont plus qu'un seul rang 3D. C'est pas génial. Je voudrais apporter un petit bémol parce que moi, je les joue en ce moment là sur la ligue de TTS. Alors peut-être que je les joue comme une chèvre. Ben, ça irait bien avec le fleuve de l'unité. D'ailleurs, petit spoil pour la suite. Mais c'est très fragile. C'est très fragile. Alors, ça a des compétences excellentes. Hein, mettre un weekend de flanc et empêcher l'unité qui est chargée de flanc de jouer des cartes. Et des ordres. Des ordres, voilà. C'est très très bien. Mais par contre, ça demande vraiment énormément de doigté. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? C'est une cavalerie légère. Et dans le légère, il y a tout. Hein. C'est une armure à 5. C'est un moral de 7. Donc, je vous dis la configuration. Généralement, charge de flanc. Donc, on présente son flanc à la charge. Donc, on se retrouve avec une armure de 6 quand on se fait taper dessus. Ça s'utilise avec parcimonie. Voilà. Mais c'est une unité qui peut faire ponctuellement sur un coin du champ de bataille qui n'est pas trop occupé, mais bloquer une unité qui aurait tendance à vouloir nous contourner. C'est une bonne unité de réponse. Et c'est une unité très mobile. Voilà. Et la compétence de flanc, empêcher de jouer un pass sans combattre, un je te charge, comme le General Snow. Ça, c'est quand même pour finir une unité. Oui. Ça, c'est bien quand même. Aussi. Mais c'est pas une unité que tu engages en premier, c'est une unité qui est à l'arrière, qui lit le journal, et quand le général leur fait signe, ils y vont, quoi. Ouais, en plus, elle apporte de la mobilité aux armées qui en ont pas. Hein. Prends les Baratheons, ça met une cavalerie pas trop chère et ça met un peu de mobilité avec une armée qui aujourd'hui ne dispose pas. Hein, donc, un mouvement de 6 pour 7 points, avec le fait d'empêcher de jouer des cartes tactiques, d'affaiblir sur le côté, c'est pas dégueulasse. Hein. Et je pense que ça va très bien dans une armée Targi. Parce qu'ils n'ont pas de capacité de contrôle de cartes et de capacité d'ordre adverse. Et ça synergise très bien dans le truc. Alors après, ça synergise très bien. Ça synergise en partie. Parce que comme tu as pas mal de cartes de retraite, c'est con de faire charger tes members. L'engager, il ne peut pas jouer d'ordre de machin. Derrière toi, tu te désengages avec tes cartes. Mais du coup, l'unité est libérée, peut faire ce qu'elle veut. Mais dans le côté cavalerie légère, avec tous les bonus que tu peux avoir sur la cavalerie légère, les cartes qui te permettent tout le placement et les angles que tu trouves avec les Targaryens, ça peut peut-être s'intégrer aussi assez facilement. Ouais, tout à fait. Et après, pour les héros Baratheon 1 et 2, je pense qu'on n'a pas assez de recul, parce que je pense qu'on n'a pas assez d'unités sorties, que ce soit les Rollors, que ce soit les Rose et compagnie. Voilà, et puis après, je pense qu'on ne sait pas trop. Puis en plus, il y a quand même, je pense qu'ils ont fait une erreur de faire très peu de tirages de starter, et je pense qu'il y a très peu de joueurs Baratheon au final.
Et c'est un peu là pour pouvoir en discuter. Voilà. Bon, par contre, on les a au moins. Donc maintenant, on va faire un petit tour sur les tournois. Avec le confinement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé depuis le Master of Westeros. Hein. Tout a été quasiment annulé, donc on espère que ça va bientôt reprendre. Faute de grive, on mange du merle, comme on dit. Et le merle, en ce moment, c'est TTS. C'est-à-dire qu'il y a en plus un tournoi en cours, un tournoi international. Rendez-vous compte, il y a des Américains, des Allemands, des Roumains, des Espagnols, des Anglais, des Canadiens ou des Québécois et des Français. Donc, c'est un tournoi de 64 joueurs. Donc, on fait 6 rounds. Pour l'instant, on en a joué 3. La 4e est en cours cette semaine. Et donc, on peut jouer, comme c'est sur TTS, avec des unités pas encore sorties. Donc, il y a les Rose Knights et les Roulorches et les Baratheon. Ils ont permis l'intégration des héros Targaryens numéro 1. Donc voilà, ça permet d'avoir de jouer aussi ces fameuses unités dont on parlait à l'instant et qui ne sont pas encore disponibles physiquement. Bon, en termes de jeu sur le tournoi en lui-même, alors c'est un peu ce qu'on a vu au Master of Westeros au niveau des stats. Il y a 33% de Stark, 17% de Nightwatch, 20% de Baratheon, mais ça c'est certainement lié aussi aux héros et à la possibilité de jouer les nouvelles unités. 9% de Free Folk, 6% de Targaryen, 6% de neutre. Ah, et il manque une faction. Ah oui, la meilleure, les Lannister. Et qu'on n'est que 8% à les jouer. Bon, bref, c'est voilà. Je ne m'avancerai pas plus dans les commentaires. Je pense que ça se voit sur ma tête. À l'heure actuelle, pour vous faire un petit topo, si on prend, on va dire, les 5 premiers, il y a 1, 2, 3, 4 Stark. Pardon, sur les 7 premiers, il y a 4 Stark. Vient ensuite un Baratheon et un Free Folk. Donc sur les 6 premiers, il y a 4 Stark. Pour vous donner un peu l'ordre d'idée de la tendance du moment, que personne n'a observé. Donc voilà, ça dit quelque chose du méta actuel. Vous pouvez retrouver les listes et les résultats des rounds sur le site https://asoiaf-stats.com. Désolé pour l'énumération, c'est un peu long et fastidieux, mais c'est pas grave. Voilà, vous pourrez trouver tout ça là. Et pour continuer sur TTS, je pense que certains d'entre vous, si ce n'est pas tous, et si ce n'est pas fait, allez-y vite, mettez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. On a mis une vidéo sur TTS, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de commenter avec Ender, sur un peu les premiers pas à TTS, si vous voulez vous lancer. Si vous n'avez pas vos copains à côté, que le confinement, les 100 km vous empêche de jouer, comme moi, TTS, votre ami, il vous permettra de pouvoir vous mettre sur le groin avec le camarade Titus et ses 2 KV2 et d'autres, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et j'en profite, je redis ce que j'ai dit en début, on a un tournoi Frenchie, un peu même disposition que le tournoi américain, qui est en train de se monter, donc restez à l'affût, allez sur le Discord aussi, sur notre chaîne où vous aurez des informations, voilà, restez branchés, ça arrive bientôt. Impec, on va continuer sur les vidéos YouTube. Donc déjà, il y a eu quelques rapports de bataille qui ont été plus ou moins intéressants. En tout cas, il y a la première vidéo rapport de bataille en VF de notre ami Mathieu. Ce rapport de bataille n'utilise pas les dernières versions 1.5.1, mais peu importe. Déjà, on voit la mécanique du jeu, c'est assez intéressant. L'effort que lui a fait sur le montage de ce rapport de bataille avec de bons effets vidéo notamment. Moi, j'ai bien apprécié celui des dés. Donc, que du bon pour l'avenir. Autre chaîne que je regarde où un rapport de bataille intéressant, celle de Blitz Mini, où Benjamin joue avec Grégor contre Joey avec Steer. Sur la chaîne Battlecast, cette fois c'est du Stark contre Lannister, donc Robb contre Tyrion. Partie intéressante. Et puis la toute dernière là qui est sortie, c'est sur Guerrilla Miniature Games, où là c'est Stark contre Free Folk.
Intéressant à voir parce qu'il y a quand même des erreurs de positionnement, notamment du Stark, qui sont assez grossières pour ma part, je trouve. Puis c'est intéressant parce que c'est la mission Dark Wings Dark Worlds. Ouais, sur YouTube, il y a aussi la chaîne d'à côté, chaîne amie, Commander TV, sur lesquelles des podcasts spécifiques aux factions sont en train de sortir, ont été enregistrés et vont bientôt être diffusés. Et en tout cas, il y en a un qui est déjà disponible, c'est celui sur les Lannister. Alors, j'ai eu entre autres l'honneur d'y participer, mais ça c'est qu'un détail. Donc allez le voir si cette faction de bourrins qui domine tout le méta vous intéresse, ou même si juste vous voulez savoir ce que votre adversaire qui joue Lannister, ce méchant, peut mettre sur la table. Voilà. La chaîne de Chain, On Table Gaming, une grosse chaîne aux États-Unis et qui a beaucoup de liens avec les créateurs du jeu, notamment. Donc il y a des très bonnes infos. Quand il y a des spoils, il les a souvent en avance. C'est une bonne chaîne à suivre aussi, en anglais. C'est une chaîne qui est assez complète sur le hobby du Trône de Fer. Il y a aussi Big Top Gaming qui fait en ce moment pas mal de discussions tactiques sur Song of Ice and Fire, et notamment les 2 dernières qui parlent de Tywin Lannister et de Howland Reed. Voilà. Je vous invite à aller voir, c'est assez intéressant. En anglais certes, mais si vous n'êtes pas anglophone, ça vous permettra d'avoir un peu une vision un peu plus approfondie du jeu et de sa richesse. Alors, on trouve d'autres chaînes de débat là sur YouTube, un petit peu plus généralistes et pas forcément que sur SEF. Donc, je vous conseille la chaîne là sur le culte du dé. Il y a un épisode c'est l'épisode 5 du 3 mai, où il nous parle un petit peu des ventes de figurines exclusives qui sont des fois relativement chères. On a eu après quelques vidéos peinture. Là, on a eu des vidéos sur Iggy TV qui sont assez intéressantes sur comment faire découvrir la figurine à un débutant. Ça permet de voir comment un débutant qui est un petit peu guidé, qu'est-ce qu'il peut réussir à faire. Alors ça, c'est quand même vraiment très très bien. Ensuite, il a fait une autre avec un peintre professionnel, Fabrice Tran. Alors là, par contre, voilà, là c'est du level niveau peinture. C'est un truc, voilà, c'était fait en live. Du coup, on leur a envoyé des photos de figurines, Monsieur Tout le Monde qui ont peint, et du coup, il leur disait qu'est-ce qui n'allait pas sur leurs figurines. Pas assez de contraste, pas assez pas assez de teinte intermédiaire. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Je conseille de la regarder. Et ensuite, il y a eu l'Army on Parade des copains de chez Commander TV. Donc là, c'est pareil. Ils ont fait 3 vidéos qui durent 2 heures chacune, je crois. Ils ont reçu un nombre incalculable d'armées. Alors, de toute façon, ce qui est très intéressant, c'est de voir, quand on parle de tournois full paint, là, on arrive quand même à voir, en fait, vraiment de tout. C'est-à-dire le tabletop plus, on va dire un peu plus soigné, avec des peintres, certains professionnels ont envoyé leurs armées, on voit vraiment de tout, des mecs qui... et c'est ça qui est quand même très intéressant, parce que du coup, on peut se dire, ah ouais, mais full paint, machin, je vais tomber sur des... Voilà, au final, on se rend compte que quand on joue, on n'est pas non plus obligé d'être le Michel-Ange de la peinture sur figurine. On peut très bien faire, comme on dit, une petite couche de base, la vie, un brossage à sec, et puis c'est parti, quoi. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est quand même très intéressant de pouvoir voir différents niveaux de peinture. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeux dans l'Army on Parade. C'est-à-dire que, mine de rien, il y a eu du Voldemort, du Semon, il y a eu du Briscard, l'éditeur français, il y a du Infinity, je crois qu'il y a même des mecs qui ont mis du Eden, il y a du Eve Malifaux, et du Games Workshop. C'était pas que des armées aussi, c'était aussi des jeux d'escarmouches. Ouais. Puis il y avait des petits projets, quelques petites scénettes avec des figurines. Oui, tout à fait. Et des jeux qu'on ne connaît pas, comme tu l'as dit. Ça permet de faire découvrir des jeux, certains qu'on ne connaît pas. J'ai trouvé ça très bien, qu'il y ait vraiment un panel représentatif des jeux de figurines aujourd'hui, et pas, même s'il y en a 70-80% de Games Workshop, mais bon, en même temps, on n'est pas leader du marché pour rien du tout, quoi. C'est ça. Donc, mais ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que des armées Game of Thrones, là, le jeu qui nous intéresse, c'est qu'on en voyait quand même beaucoup. On sent
que c'est quelque chose qui s'impose sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une volonté et c'est retranscrit avec ces Armiens de parade où on voit de plus en plus d'armées peintes de ces jeux-là, enfin de ce jeu-là. Donc ça permet d'avoir aussi un thermomètre un petit peu de comment se développe le jeu. Eh bien, on va arrêter là pour cette première émission Actu. Bon, j'espère que le format vous plaira, on le peaufinera au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à mettre vos commentaires et surtout vos propres actualités que nous aurions pu rater. En tout cas, merci à vous trois et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye et restez sur le bar à Théo, le seul bar qui est ouvert en ce moment. Oui, en effet, Wilfried, bienvenue. Parce qu'elle était qu'en VO et ça nous a permis quand même pour. Non, je la refais, je suis mauvais là, c'est dingue. Oui, non, j'ai commencé. Pour la télé, on disait t'as un physique de presse écrite. La V5, elle avait un point. Je vais y arriver ou quoi? Moi, c'est pas possible. Hein. La dernière fois que t'as parié un truc, c'était ta perruque. Tu manques pas de couper pour dire ça, toi. Il est magique. Donc, Magic Titus, tu connais? Oui, je le découvre. Moi, l'impro, je suis bon. C'est pourquoi j'ai pas fait théâtre. Maintenant, tu sais.